En décembre dernier, des scientifiques californiens ont réalisé une percée majeure dans la fusion nucléaire, en parvenant à une réaction qui a produit plus d'énergie que celle utilisée pour la créer. Elon Musk a critiqué la fusion nucléaire comme étant trop coûteuse, et à cet égard, Musk a raison. Il n'y a pas besoin d'énergie thermonucléaire dans le futur. Cette décennie se sont écoulées depuis le premier essai thermonucléaire à grande échelle, mais l'incapacité à réaliser une industrialisation thermonucléaire préoccupe toujours la société. La seule personne qui estime qu'un réacteur thermonucléaire est totalement inutile est Elon Musk. Une enquête approfondie prouve qu'il a raison. Même si les problèmes techniques de l'énergie thermonucléaire étaient soudainement résolus, elle ne pourrait pas surpasser ses concurrents. Pour commencer, reconnaissons la réalité que le monde entier traverse actuellement une crise énergétique extrême. Il existe encore une abondance de combustibles carbonés, mais même le plus sûr d'entre eux, le gaz naturel, est responsable de la mort de 4000 personnes pour chaque trillion de kilowattheures produits, en raison de la génération d'une plus grande quantité de particules micrométriques PM2.5 lors de sa combustion. Le charbon surpasse les biocarburants en termes de capacité à causer des décès. Pour être plus précis, il est responsable de la mort de milliers de personnes en pénétrant dans le sang par les poumons, provoquant la thrombose, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, communément appelés maladies causées par le stress. L'utilisation de l'énergie thermique est responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes chaque année aux États-Unis, et l'on parle d'au moins des centaines de milliers de décès chaque année dans le reste du monde. Dans les années 1980, un académicien soviétique pensait que le rejet de l'énergie thermique était un futur inévitable en raison des facteurs environnementaux pris en compte à l'époque. Ce problème préoccupe depuis longtemps la société, bien que le grand public moderne n'en soit pas conscient, et les politiciens n'en discutent pas avec vous. Cependant, il existe d'autres facteurs qui exigent l'abandon des énergies carbonées, et le grand public ainsi que les législateurs en sont conscients. Ces facteurs incluent le réchauffement climatique, considéré comme un désastre, et pour l'empêcher, les combustibles carbonés doivent être abandonnés immédiatement. Les taux de mortalité diminuent en raison du réchauffement climatique. Dans l'étude la plus récente sur ce sujet, par exemple, le nombre de personnes décédées a diminué de 15 000 chaque année au cours des 20 dernières années seulement. La croissance record des plantes terrestres et l'augmentation massive des récoltes ont toutes deux été attribuées aux émissions de carbone causées par l'activité humaine. Cependant, cela ne signifie en aucun cas qu'il n'y a plus besoin de lutter contre les combustibles fossiles pour quelque raison que ce soit. À l'heure actuelle, les thèses des universitaires restent pertinentes. Les combustibles carbonés sont responsables de la mort d'un nombre significatif de personnes chaque année. Alors, quelle offre la situation actuelle de la science et de la technologie pour mettre enfin fin à cette guerre qui n'est pas apparente à l'œil nu et qui coûte la vie à des centaines de milliers de personnes chaque année ? Depuis un demi-siècle, depuis les années 1960, l'énergie thermonucléaire nous promet des opportunités jamais vues auparavant. Un kilogramme de plutonium, en se désintégrant, produit 23,2 millions de kilowattheures de chaleur, tandis qu'un kilogramme de deutérium et de tritium utilisés dans les réacteurs à fusion produit 93,7 millions de kilowattheures par kilogramme. La différence est 4 fois plus importante, ce qui est une quantité significative. De plus, il y a une quantité plus importante d'eau sur Terre que de combustible nucléaire. Environ 16 500 de toute l'eau est composée de deutérium, qui est un combustible thermonucléaire. L'hélium et un neutron sont produits lorsque les noyaux des atomes de combustible dans un réacteur thermonucléaire se combinent. C'est le deuxième avantage de ce type de réacteur. Dans tous les cas, un neutron ne se déplacera pas très loin du réacteur, et l'hélium est sans danger. Une partie du tritium radioactif produit pendant le processus est libérée de la zone de fusion nucléaire, mais elle ne quitte pas le réacteur lui-même. La quantité de radioactivité produite par le réacteur est négligeable. Le tritium a une demi-vie de 12,3 ans, significativement moins que la demi-vie des isotopes dangereux typiques issus de la désintégration des atomes d'uranium et de plutonium. Par exemple, les isotopes instables provenant du combustible usé d'une centrale nucléaire peuvent rester dangereux pendant des milliers d'années s'ils ne sont pas utilisés. En revanche, dans 150 ans, le combustible usé d'un réacteur à fusion sera sûr à utiliser. Le troisième avantage d'un réacteur thermonucléaire est que, contrairement à un réacteur nucléaire, la réaction ne peut pas se maintenir sans effort significatif pour maintenir une pression et une température élevées. La réaction s'arrêtera immédiatement car les noyaux des atomes dans le réacteur sont plus lourds que ceux du deutérium et du tritium. La substance entourant un réacteur ne peut pas alimenter la réaction, rendant impossible l'union entraînant une libération d'énergie susceptible de faire fondre le cœur, ou de surchauffer le liquide de refroidissement, comme observé à Fukushima ou à Tchernobyl. Cela offre un avantage de sécurité indiscutable.
À première vue, il peut sembler que tous les avantages mentionnés au fil des décennies ne reflètent pas adéquatement la réalité. Cela semble être rien de plus qu'une collection d'histoires sur la transition imminente vers une énergie solaire et éolienne continue. Parlons de l'augmentation de l'efficacité énergétique. Il ne fait aucun doute que le deutérium et le tritium offrent 4 fois plus d'énergie par kilogramme de combustible. Cependant, il existe une distinction subtile entre les deux. Dans l'énergie nucléaire, il n'y a aucune pénurie de combustible. En fait, elle est loin d'être en pénurie. Un réacteur au plutonium est déjà opérationnel en Russie, un réacteur surgénérateur capable de produire du plutonium à partir d'uranium-238 ordinaire. Le réacteur produit plus de plutonium qu'il n'en reçoit en entrée. Actuellement, plus de 700 000 tonnes d'uranium-238 sont extraites en Russie seule. Cela peut générer plus de 5,5 quadrillions de kilowattheures, même avec une efficacité relativement basse de 34%. Sur plus de 2 siècles, c'est la quantité d'énergie consommée par l'ensemble du globe. Il est essentiel de noter qu'il existe également une quantité importante d'uranium-238 extrait dans d'autres nations. Si nous utilisons des réacteurs rapides et nous abstenons de récolter tout minerai d'uranium, nous pouvons répondre aux besoins énergétiques de l'humanité pendant une période considérable. Même s'il est capable d'extraire du minerai, la question de la pénurie de combustible devrait être temporairement négligée pour les dizaines de milliers d'années à venir. De plus, nous n'avons même pas approché le fait que la quantité d'uranium présente dans l'eau de mer est nettement supérieure à celle que l'on trouve dans les minerais d'uranium sur Terre, selon Naked Science. En ce qui concerne les millions de tonnes de déchets nucléaires, le plus grand mythe de l'atome, certains affirment qu'il existe des millions de tonnes de déchets nucléaires dans le monde qui ne seront jamais enterrés de manière fiable. Un niveau d'importance comparable est associé au deuxième avantage de la fusion, qui est la courte durée du danger lié aux déchets radioactifs qu'elle génère. Il est important de noter que les réacteurs rapides du type BN800, déjà en fonctionnement, permettent d'utiliser 95% de tout le matériau de combustible usé. Les réacteurs à sel fondu, actuellement en cours de construction en Sibérie, ont le potentiel d'ajouter un supplémentaire de 4% au cycle de puissance. Malgré le fait qu'il ne reste que 1%, il est composé d'isotopes qui dans 500 ans, auront une radioactivité comparable à celle des sources d'uranium naturel. Cette durée, de 150 ans, semble être un avantage pour la fusion thermonucléaire. Il est bien connu qu'environ 10 millions de tonnes de combustible nucléaire sont nécessaires pour alimenter l'ensemble de la planète en énergie pendant les 500 prochaines années. 100 000 tonnes équivalent à 1% de ce total, soit seulement quelques milliers de mètres cubes. Étant donné que le combustible nucléaire est très dense, il est possible d'obtenir un cube avec un côté de moins de 20 mètres si vous les regroupez tous au même endroit. Il s'agit d'un volume extrêmement petit qui peut être facilement stocké directement sur les sites ouverts des centrales nucléaires en fonctionnement, comme c'est le cas avec les déchets radioactifs aujourd'hui, dans des conteneurs suffisamment résistants aux éléments, selon Wikipedia Commons. En 1984, un conteneur ancien mis au rebut qui avait été utilisé pour transporter des matériaux nucléaires usés en Grande-Bretagne, a subi un test de résistance au choc, en étant percuté par un train roulant à une vitesse de 160 km/h. Le conteneur lui-même n'a subi aucun dommage, même s'il a été soumis à un impact violent qui a détruit à la fois la locomotive et la plateforme. Néanmoins, les déchets de l'énergie thermonucléaire sont bien moins denses, même s'ils ont une masse moindre. Par conséquent, même s'ils sont stockés pendant 150 ans, ils nécessiteront environ la même quantité de terre et d'espace ouvert que les déchets des réacteurs nucléaires. D'accord, mais qu'en est-il des problèmes de sécurité dans ce cas particulier ? Il semble que l'avantage de la fusion thermonucléaire soit indiscutable, le réacteur ne peut pas accélérer sans être sous contrôle, et encore une fois, l'affirmation est essentiellement correcte. Cependant, il y a une nuance à considérer. La réponse réside dans le fait que, selon les lois de la physique, les réacteurs nucléaires modernes sont incapables de subir une accélération significative qui ne soit pas sous contrôle. Si la centrale nucléaire actuelle subit une accélération de la réaction de fission nucléaire, le combustible lui-même, ainsi que le liquide de refroidissement adjacent, verront une augmentation de température. Dans un réacteur en série typique, la chaleur est éliminée par de l'eau, mais si l'eau est chauffée à un degré excessif, elle peut bouillir, entraînant une perte significative de densité. D'autre part, les neutrons thermiques sont ralentis par la même eau, et si l'eau devient moins dense, le ralentissement diminue. Cela est dû au fait que l'uranium-235 peut piéger les neutrons rapides beaucoup plus efficacement que les neutrons lents, ce qui ralentit naturellement de manière significative la réaction de fission. Un réacteur rapide de type BN800 fonctionne dans des circonstances différentes. Une petite partie des neutrons est absorbée par le liquide de refroidissement au sodium, et il n'y a pas de modérateur présent.
Cependant, il perd rapidement de la densité même à des températures élevées, modifiant les caractéristiques des neutrons à l'intérieur du réacteur, les ralentissant à nouveau. En d'autres termes, un réacteur thermonucléaire n'est pas capable d'accélérer de manière incontrôlée. Cependant, étant donné que les centrales nucléaires actuelles sont également incapables de le faire, elles n'ont pas d'avantage à cet égard. Mais qu'en est-il de Tchernobyl? Pourquoi des gens sont-ils morts, et pourquoi cela s'est-il propagé hors de contrôle? Le problème est qu'il y avait un réacteur RBMK obsolète, qui était un type de réacteur différent. En un sens strict, il était également incapable d'accélérer de manière incontrôlée. Cependant, une erreur s'est produite dans le processus de conception, provoquant l'accélération des neutrons dans le cœur et non leur ralentissement lorsque les barres de freinage d'urgence ont été placées. Les concepteurs en étaient informés et en avaient connaissance. De tels réacteurs se trouvent dans les installations nucléaires. Cependant, les informations fournies étaient rédigées dans une langue que le grand public ne pouvait pas comprendre, c'est pourquoi Tchernobyl s'est produit. Les réacteurs nucléaires modernes sont sûrs, contrairement à ce que pensent les gens, dit Elon Musk. Cependant, pour des raisons strictement physiques, les réacteurs modernes ne peuvent pas être placés dans ce scénario. Ils ont été initialement construits de manière à ce que l'actionnement de la pédale de freinage nucléaire ne les fasse pas accélérer. En résumé, les trois avantages potentiels des réacteurs à fusion, la sécurité, le surplus de combustible et une solution au problème des déchets radioactifs, ont tous été résolus pour les réacteurs nucléaires. De plus, ce n'est pas tout. Comme nous continuons, pourquoi les réacteurs nucléaires surpasseront-ils les réacteurs thermonucléaires dans un demi-siècle? Le principal problème avec la fusion est qu'elle ne pourra probablement jamais rivaliser économiquement avec les centrales nucléaires. L'idée que la barrière coulombienne doit être franchie pour que les noyaux atomiques fusionnent, et cela se produit facilement dans le noyau du Soleil en raison de la pression extrême, et des dizaines de millions de degrés qui l'entourent, fait défaut à un réacteur thermonucléaire. Par conséquent, une nouvelle chauffe, au moins à 100 millions de degrés, est nécessaire pour compenser cela, plusieurs milliers de fois plus chaud que sa surface et plus chaud que le centre du Soleil. Il faut 25 électroaimants supraconducteurs dans le réacteur à fusion ITER, pour contenir le plasma, chacun pesant 400 tonnes. Ce sont les plus grands au monde, atteignant jusqu'à 11 mètres de diamètre. De telles températures sont atteintes par le plasma de deutérium et de tritium à l'intérieur d'un réacteur thermonucléaire en raison du fort champ magnétique qui confine le plasma. Ce champ est le plus fort car toute substance imaginable serait endommagée ou réduite en cendres si un plasma de ce type n'était pas contenu au centre de la chambre à vide. Des aimants extrêmement puissants composés de matériaux supraconducteurs et refroidis par de l'hélium liquide sont nécessaires pour ce type de piège magnétique. Un tel maintien nécessite beaucoup d'efforts et de complexité pour être mis en place. Cela étant dit, pensez-vous qu'Elon Musk a raison ?